Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 322e édition de votre émission hebdomadaire sur Téléguinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, l'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 322e édition, qui est le format spécial, nous allons parler d'abord du système bancaire, ensuite de la gouvernance au niveau d'une association socio-professionnelle qui est l'Institut des auditeurs internes. Pour votre émission, nous avons extrait deux messages, un du gouverneur de la Banque centrale et l'autre du président sortant de l'IA. Ainsi, les spectatrices, spectateurs internautes, nous vous invitons à garder l'antenne. Sur ce, nous prenons une pause pour vous revenir. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. L'ordre des comptables reçoit l'inscription en son local au numéro 17 de Ariel Bossan. Les professionnels, les chercheurs, les étudiants peuvent aussi garder contact avec l'OCPA qui organise également des séminaires de formation et des cours sur mesure. La semaine dernière, l'ordre a tenu la deuxième partie de séminaire sur les IFRS, les normes internationales de présentation d'informations financières. La troisième partie de ce séminaire sera dispensée au début du mois de janvier 2017. À chaque émission, nous apportons aussi quelques éléments d'information. La question nous est posée est la suivante: quelle est la base de calcul du bonus légal? Nous rappelons que le bonus légal représente la 12e partie du salaire annuel. Cela sous-entend que ça correspond exactement à un 13e mois. Donc, quelle est la base de calcul du bonus? Le bonus se calcule sur tous les éléments qui font partie de la rémunération de l'employé. L'employé qui a un salaire fixe et qui aussi bénéficie des frais, eh bien, les frais, aussi bien que le salaire direct, représentent les éléments constitutifs de son bonus. Exemple, si l'employé gagne 100 000 gourdes par mois et qu'il a des frais additionnels de 20 000 gourdes, eh bien, le bonus sera calculé sur cette base-là. Le bonus peut aussi correspondre à une partie du salaire, une partie de la rémunération annuelle dans la mesure où l'employé est embauché en cours d'exercice. En pareil cas, eh bien, ce sera encore, on tiendra compte de du temps d'emploi de l'employé au cours de l'exercice. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, nous croyons vous avoir informé sur le bonus. Et nous rappelons encore une fois, sur le bonus légal, la loi prévoit une retenue de 10% que l'employeur est tenu de reverser à la Direction générale des impôts du 1er au 15 du mois qui suit le paiement. Encore une fois, nous vous rappelons que vous suivez OCPA Magazine, émission qui traite de la comptabilité, de la fiscalité, de la finance, des finances publiques, de l'éthique. Et à cette 322e édition, nous allons parler du système bancaire, puisque vous aurez l'opportunité d'apprécier le message délivré par
le gouverneur de la BRH au cours d'une cérémonie d'ouverture de la semaine de l'audit et message qui vous permettra d'apprécier la qualité de la gouvernance au niveau du système bancaire. Donc, lorsqu'on parle du système bancaire, en Haïti particulièrement, nous allons faire référence à la loi du 14 mai 2012. C'est cette loi qui réglemente les institutions financières, à savoir les banques et autres institutions. Donc, dès qu'on parle du système bancaire, nous allons faire remarquer qu'en Haïti, nous avons 2 banques d'État, 2 banques étrangères et nous avons 5 banques locales. Ce sont ces banques-là qui forment le panorama en termes du système bancaire en Haïti. Alors, la question qu'on se pose, y a-t-il une différence entre une banque d'État et une banque privée, une banque étrangère? Rapidement, nous disons que les 2 banques d'État que nous avons sont d'une part la Banque nationale de crédit, la BNC, de l'autre la BPH, Banque populaire haïtienne. Ce sont 2 banques d'État. Ça veut dire que ces banques-là sont la propriété de l'État, à savoir qu'il n'y a pas d'intérêt privé là-dedans. Autrement dit, il n'y a pas d'actionnaire privé, soit personne physique, soit entité indépendante. Le patrimoine ou l'actif de ces banques-là, eh bien, l'actif de ces banques, le capital de ces banques-là, eh bien, le capital est souscrit entièrement par l'État. Il y a aussi 2 banques étrangères que sont la Citibank et la Banque Nova Scotia. Et à ces 2 banques étrangères, aux 2 banques d'État, eh bien, vous allez avoir les autres banques privées que sont, d'un côté, la Sogebank, la Unibank, la Capital Bank, la Banque de l'Union haïtienne, et vous avez la Sogebel, la Société Générale de Banque et de Logement, Sogebel, qui est une banque de logement. Donc, ce sont ces banques-là qui forment le système bancaire. Alors, il faut faire remarquer d'entrée de jeu que la loi du 14 mai 2012 prévoit qu'une banque doit avoir comme capital minimal 60 millions de gourdes. Donc, toute banque fonctionnant en Haïti sous l'empire de cette loi du 14 mai 2012 doit avoir un capital minimal de 60 millions de gourdes. Et la loi prévoit également, au niveau des banques privées particulièrement, eh bien, aucun actionnaire ne doit posséder au-delà, on va dire au maximum 20% du capital. Comme cette loi-là remonte à 2012, eh bien, si par exemple un actionnaire détient une participation plus importante, eh bien, la loi prévoit que dans ce cas, on ne va pas réviser à la baisse sa participation, mais sa participation se trouvera plafonnée. Donc, nous répétons pour vous, aucun actionnaire ne doit détenir plus de 20% du capital d'une banque privée. Donc, voici en principe comment fonctionnent les banques. Maintenant, au niveau organisation, vous avez l'assemblée des actionnaires, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont propriétaires d'actions. Nous rappelons pour tous ceux qui suivent l'émission, l'action est un titre de copropriété d'une société anonyme. Ça veut dire que celui qui achète une action, eh bien, il est copropriétaire d'une entreprise. À supposer que le capital soit de 60 millions de gourdes, le cas d'une banque, et que ce capital se trouve réparti en actions de 1000 gourdes, eh bien, même si quelqu'un détient une action de 1000 gourdes, eh bien, il est aussi propriétaire que celui qui a 2000, 3000, 4000 actions. Mais la particularité est la suivante, eh bien, lorsqu'il faut voter, eh bien, c'est une action, un droit de vote. Cela veut dire que celui qui a 2000 actions a 2000 droits de vote et celui qui a une action n'a qu'un droit de vote. Voici la différence. C'est pourquoi ces sociétés-là, on les appelle des sociétés de capitaux. Et nous rappelons encore une fois que selon la loi du 14 mai 2012,
eh bien, les banques doivent fonctionner comme des sociétés anonymes ou des sociétés de capitaux. Et quels sont les avantages qu'on peut tirer par le fait d'avoir une action souscrite dans une société anonyme ou dans une banque? Eh bien, nous disons que les actions engendrent, mais provoquent, mais facilitent l'acquisition de dividendes. Les dividendes, eh bien, ça représente les profits distribués par une société anonyme. Et comme les banques privées doivent fonctionner comme des sociétés anonymes, eh bien, en pareil cas, les actionnaires peuvent recevoir des dividendes. Et nous faisons ce ricochet, à titre d'information, eh bien, chaque fois la banque distribue des dividendes, les actionnaires, eh bien, auront à payer 20% à l'État. Ça veut dire que lorsque l'actionnaire, si par exemple l'actionnaire a droit à 100 000 gouttes de dividendes, eh bien, la banque, qui est la société émettrice d'actions, aura à prélever 20% sur les dividendes et l'actionnaire en question recevra un montant amputé de 20%, soit 20% sur 100 000 égale 80 000. Et l'actionnaire en question, au moment où il doit produire sa déclaration d'impôt, eh bien, la loi dit très clairement, il n'est pas nécessaire d'en faire état parce que les 20% qui sont prélevés sur les dividendes sont libératoires. Donc, voilà en principe comment les relations sont établies entre l'actionnaire et sa banque. Et la banque, qui est sa propriété puisqu'il est l'actionnaire. Mais lorsqu'on le système bancaire en général, sur financière, nous vous faire remarquer aussi que les sociétés d'épargne et de crédit, les coopératives d'épargne et de crédit, on appelle sont aussi régies par une loi particulière, mais elles fonctionnent sous, je dirais, l'autorité de la Banque de la République d'Haïti. Donc la question à se poser maintenant, quel est le rôle de la banque, de la BRH, on appelle la Banque centrale, Banque de la République d'Haïti, quel est son rôle? Eh bien, la Banque de la République d'Haïti, je dirais, est la banque des banques. C'est elle qui coiffe, qui réglemente les banques et autres institutions financières. Elle a cette mission, pour garantir le respect de la loi d'un côté, le respect des normes. Et par rapport à cette intervention, eh bien, elle dispose de structures administratives et une de ces directions, qu'on appelle la direction de supervision, peut intervenir dans les banques, soit d'État, soit privées, soit étrangères, de manière à ce que l'on s'assure que ces banques-là respectent les dispositions de la loi et les normes qu'on appelle les normes prudentielles. Et pour ceux qui suivent les informations, ils peuvent se rendre compte que les banques publient chaque trimestre des rapports financiers qu'on appelle des rapports intérimaires. Je vais vous dire que dans ce domaine, puisqu'il s'agit de gestion d'argent, eh bien, la loi prévoit que le secteur bancaire est sous haute surveillance. Ça signifie que dans un environnement que nous avons là, un environnement financier, eh bien, la BRH a un rôle déterminant. Mais on sait aussi que la BRH, en tant que banque centrale, a ce rôle aussi pour le secteur public, parce que c'est cette banque-là qui permet des interventions de l'État en matière de politique monétaire. C'est-à-dire, on pourrait même dire que lorsqu'on parle de la Banque centrale, eh bien, on voit tout ce qui est gestion de masse monétaire, tout ce qui est gestion des intérêts, tout ce qui est gestion du système financier, eh bien, relève de son autorité. Et nous rappelons encore une fois que cette banque-là, la Banque centrale, elle n'a pas les mêmes opérations que les banques commerciales ou les banques d'épargne de logement. Donc, je vais vous dire que c'est la Banque centrale qui, en principe, joue le rôle, je dirais, de chien de garde pour la bonne gestion du système.
Puisqu'on parle du système bancaire, il est aussi important de rappeler que nous avons deux grandes catégories. Nous avons les banques d'épargne de logement et nous avons les banques commerciales. Eh bien, les banques d'épargne de logement sont spécialisées dans le financement c'est-à-dire pour les prêts, pour le logement. C'est leur spécificité. Et nous rappelons également que les banques d'épargne de logement jouent d'avantages particuliers. Exemple, quelqu'un qui bénéficie d'un prêt au niveau de la banque, au niveau d'une banque d'épargne de logement, eh bien, il bénéficie tout naturellement d'une réduction de la CFPB. On appelle l'impôt locatif ou l'impôt sur la contribution foncière au prix des bâtis. Donc, dès qu'on a ce financement-là, eh bien, on est bénéficiaire d'une réduction de la CFPB. Donc, je vais vous dire qu'on est effectivement dans un environnement financier dont la gestion est garantie et pour permettre de bien apprécier les types d'intervention de la BRH, eh bien, nous vous permettons de suivre un extrait du discours prononcé par le gouverneur de la BRH, M. Jean Baden-Dubois, au cours de la cérémonie inaugurale de la semaine de l'audit de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut des auditeurs internes d'avoir voulu associer la BRH à cette 5e édition de la semaine de l'audit qui est devenue un événement attendu et apprécié de la communauté haïtienne dans le circuit de conférences annuelles en Haïti. Après sa 4e édition, qui s'est déroulée sous le thème « Rôle de l'audit interne dans la lutte contre la corruption et sa contribution à la science », le conseil d'administration de l'IA en Haïti nous porte à réfléchir cette année sur comment l'audit interne peut contribuer à la gestion efficace de l'aide internationale. La grande vulnérabilité d'Haïti face au risque de catastrophe naturelle fait que ce thème est malheureusement encore plus d'actualité après le passage dévastateur du cyclone Matthew sur notre pays. En ce sens, cette conférence devient d'autant plus pertinente pour tous les acteurs de la réponse post-Matthew qu'il s'agit d'assistance immédiate pour les victimes ou de reconstruction afin de permettre aux habitants de retrouver leurs conditions de vie pré-cycloniques et les aider à renforcer leurs capacités pour améliorer leur niveau de vie. Bien entendu, la BRH se tient prête non seulement à contribuer à ces efforts post-Matthew, mais elle continuera à jouer son rôle au niveau de la stabilité macroéconomique tout en aménageant les meilleures conditions pour la croissance et le développement. En ce sens, en septembre 2014, la BRH a lancé une stratégie nationale d'inclusion financière. Cette stratégie vise à augmenter le nombre d'individus ayant accès aux produits et services financiers formels. Les produits et services financiers, lorsqu'ils sont accessibles, compétitifs et adaptés aux besoins quotidiens des agents économiques, peuvent grandement contribuer à améliorer leur qualité de vie, réduire les inégalités et favoriser la croissance et le développement économique et social. Parmi les groupes ciblés par la stratégie d'inclusion financière, on retrouve les MPME, micro, petites et moyennes entreprises. Pour ces derniers, il est évident qu'une gestion saine et efficiente de leur entreprise est essentielle afin d'avoir accès de manière responsable aux produits financiers. Qu'il s'agisse de crédits à des fins de fonds de roulement ou d'investissements auprès de banques commerciales et institutions de microfinance, ou encore de capital risque sous forme de prise de participation par des institutions financières spécialisées. Cet embryon de marché de capitaux que je viens de décrire
pourrait à terme fournir à des start-up dans des secteurs variés les capitaux nécessaires aux promoteurs et entrepreneurs, de sorte que leurs projets passent de rêve à réalité. L'innovation et la créativité nécessitent des ressources financières pour qu'elles puissent se traduire en création d'emplois et de richesses dont nous avons si désespérément besoin. S'il faut de la croissance, il faut surtout que cette dernière soit la plus inclusive possible, mais aussi qu'elle soit durable et soutenable. Un des ingrédients essentiels à l'atteinte de cet objectif est la bonne gouvernance. Le concept de bonne gouvernance est le plus souvent évoqué en rapport au secteur public, et à juste titre. Mais nous voulons voir croître notre économie de manière inclusive, durable et soutenable avec la création de nouvelles entreprises et que les entreprises existantes étendent leurs activités en lançant de nouveaux projets. Il faudra que la gouvernance des entreprises haïtiennes s'améliore. Une comptabilité régulière et bien tenue, la conformité aux lois et règlements, une culture de reddition des comptes et de gestion de risques, des états financiers transparents et audités, accessibles aux investisseurs sont des prérequis pour que les entreprises haïtiennes puissent jouir d'un marché de capitaux dynamiques et liquides, leur offrant le financement adéquat garantissant leur essor. Dans ce sens, l'amélioration de la gouvernance ou l'adoption de pratiques qui renforcent la gouvernance augmenteront la capacité d'une entreprise à bénéficier des ressources financières qu'elle pourra obtenir du secteur financier dans son ensemble et les maximiser. Lorsque chaque entreprise renforce la bonne gouvernance dans la conduite de ses affaires, c'est le climat général des affaires qui se trouve amélioré par voie de conséquence. Un exemple éloquent des bénéfices découlant d'une bonne gouvernance en Haïti est celui du secteur bancaire. Il s'agit d'un des secteurs les plus transparents en matière d'information financière et qui se conforme à toutes les lois et règlements qui lui sont imposables, faisant l'objet d'une surveillance rigoureuse par la Banque centrale. En dépit de toutes ces exigences, les banques demeurent rentables, liquides et bien capitalisées. De plus, Haïti n'a jusqu'à présent pas fait face à une crise financière systémique, justement parce que les banques sont bien gérées et bien régulées. Ceci dit, la mise en place d'une stratégie d'inclusion financière témoigne du fait que la BRH est consciente qu'il faut que l'accès aux services et produits financiers soit moins concentré sur les grandes villes, les secteurs liés au commerce, aux grandes entreprises et sur un petit nombre de débiteurs et déposants. Soyez rassurés que nous poursuivons cet objectif sans compromettre notre engagement aux pratiques de bonne gouvernance et le respect de ces dernières par les banques et institutions financières qui contribuent à la stabilité financière à laquelle nous sommes très attachés. La BRH, quant à elle, a toujours opté pour le renforcement de la bonne gouvernance en donnant aussi l'exemple. En effet, depuis plus de 20 ans, la BRH publie des états financiers audités et a créé une fonction d'audit interne. Depuis 2005, le conseil d'administration a doté la BRH d'un comité d'audit et a également adopté une politique de rotation de ses auditeurs externes. En fait, l'un des membres de l'IA Haïti est membre du conseil d'audit de la BRH. Il n'est pas employé de la BRH, mais il est membre du comité d'audit de la BRH.
Par ces gestes institutionnels, les conseils d'administration successifs de la BRH ont démontré, à travers leur fonctionnement et celui de ses régulés, que non seulement la bonne gouvernance en Haïti était possible, mais que les retombées étaient positives pour toutes les parties prenantes. Il s'agit bien du défi que nous avons à relever, à savoir celui de faire des choix, pas parce qu'ils sont commodes, mais parce qu'ils sont justes dans notre intérêt et celui de tous, et même lorsque ces choix sont difficiles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et fructueuse conférence, du succès pour toutes les institutions et entreprises que vous représentez. Merci. Comme vous l'avez dit, eh bien, le gouverneur de la BRH, M. Jean-Baden Dubois, eh bien, dans son intervention, a fait état des différents éléments, outils macroéconomiques utilisés de manière à ce que la Banque centrale puisse encadrer et s'assurer du respect des règles prudentielles et de la loi au niveau du système bancaire. Vous êtes bien édifiés et il a bien dit, le système jouit d'une bonne santé. Et il a fait remarquer également que la transparence est de mise au niveau du système bancaire. C'est le grand patron du système bancaire qui a parlé ainsi. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 322e édition de votre émission hebdomadaire sur Téléguinée, OCPA Magazine. Émission qui passe chaque mardi à 10h PM et reprise mercredi à 10h AM. Émission qui a un format particulier, puisqu'on parle du système bancaire, de sa gestion, d'intervention de la BRH, qui a peu de transparence. Une première partie de l'émission. Au cours de la deuxième partie de l'émission, nous allons continuer à éclairer aux lanternes sur le système bancaire et mettre l'emphase sur la transparence en faisant allusion aux propos du président sortant de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Alors, lorsqu'on parle de transparence, le système en général, eh bien, on ne peut pas parler de transparence s'il n'y a pas des outils qui sont mis en place, tels que la comptabilité, l'obligation de rendre compte. Donc, au niveau du système bancaire, comme nous des souhaitants anonymes, la loi fait obligation au conseil d'administration de s'assurer que les rapports financiers présentent fidèlement la situation de l'entreprise. Le gouverneur a fait état de cela dans son message. Qu'est-ce que ceci entraîne pour nous qui sommes des déposants? Quelle garantie que nous avons? Eh bien, ceci ne peut être que rassurant, puisque nous avons l'opportunité de nous assurer qu'il y a une autorité qui veille pour que les ressources que nous déposons dans les banques soient bien gérées. Et c'est à juste titre que la loi établit des balises pour limiter la participation d'un actionnaire dans le capital d'une société anonyme faisant le commerce de l'argent ou bien établi en tant que banque. Nous avons dit au cours de la première partie de l'émission que les banques d'épargne et logement procurent des avantages particuliers lorsque on finance sa résidence à partir
d'un prêt obtenu d'une banque d'épargne et logement. Ce même avantage est aussi possible lorsque le financement provient d'une banque commerciale. Et ceci à partir de la loi du 14 mai 2012. Donc, ces mêmes avantages sont concédés aussi bien aux banques d'épargne et de logement qu'aux banques commerciales lorsqu'elles octroient des prêts hypothécaires pour la construction de résidences, à savoir la réduction de la CFPB. Puisque nous parlons de gouvernance, nous parlons de transparence, il est de bon ton de faire remarquer que les banques sont dans l'obligation de tenir annuellement une assemblée générale. L'assemblée générale, c'est la réunion de tous les actionnaires. Mais rappelez-vous ceci, au niveau du vote, c'est une action qui représente un droit de vote. Autant d'actions, autant de droits de vote. C'est pourquoi la loi limite le nombre d'actions qu'on peut détenir dans une banque, société anonyme. Parce que si quelqu'un détient 51% des actions, ça veut dire qu'il peut influencer toutes les décisions à lui seul. Parce que ce sont des sociétés de capitaux. Nous rappelons aussi à tous ceux qui suivent l'émission que les banques doivent avoir le statut de société anonyme, mais la loi sur les sociétés anonymes prévoit un minimum de 3 personnes pour constituer une société anonyme en Haïti. C'est cette particularité à vous rappeler. Donc, bien que les banques soient des sociétés anonymes, pas vrai, mais les banques n'ont pas, je dirais, cette latitude d'être constituées avec un nombre aussi restreint d'actionnaires. Alors, la question qu'on se pose, c'est la relation à établir entre le conseil d'administration, l'assemblée des actionnaires qui vient en premier lieu, et, je dirais, la structure administrative. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le conseil d'administration tire son autorité de l'assemblée des actionnaires. Ce sont les membres du conseil d'administration qui sont désignés par l'assemblée des actionnaires et qui jouissent, qui ont l'obligation de gérer l'institution qu'on appelle banque. Ça signifie que la loi prévoit des conditions à remplir pour intégrer le conseil d'administration d'une banque. Parce que c'est le conseil qui gère l'institution et en déléguant certains de ses pouvoirs à des cadres supérieurs qui sont nommés. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée générale, c'est le conseil qui rend compte. Le conseil rend compte de sa gestion. Et le conseil, lorsqu'il se présente par devant l'Assemblée générale des actionnaires, eh bien, le conseil peut recevoir un quitus, à savoir, dans la mesure où l'Assemblée est satisfaite de sa gestion, pratiquement le conseil peut, l'Assemblée générale, si elle n'est pas satisfaite de la gestion du conseil, eh bien, elle peut demander le renouvellement du conseil. Encore une fois, nous rappelons qu'un droit de vote équivaut à... Maintenant, puisqu'on parle de gouvernance et de transparence, et que le second message que vous allez visualiser, eh bien, est tiré également de la cérémonie inaugurale de la semaine de l'audit en Haïti, lequel message est présenté par le président sortant de l'IA. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif dans cela? On va remarquer que le président sortant de l'IA en Haïti, le confrère Thomas Blo, eh bien, il a présenté un bilan. Le bilan. Il a fait remarquer aussi que l'IA a présenté
des rapports financiers audités. Cela veut dire que l'audit joue un rôle important en matière de transparence. Ça veut dire que l'administration interne prépare les rapports financiers et l'administration fait appel à un professionnel indépendant, lequel va statuer, va opiner sur ces rapports financiers. Donc c'est pour lui un point important à savoir que l'IA a présenté des rapports financiers audités. Comme c'était le cas pour le gouverneur de la BRH, lorsqu'il a dit que les banques soumettent des rapports financiers audités, et il a même encouragé les entreprises qui veulent avoir accès aux capitaux, eh bien, aux capitaux importants, eh bien, d'avoir des outils de gestion modernes, entre autres, recourir à l'audit indépendant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien à tirer de ça? Eh bien, on va se rendre compte que gérer une association socio-professionnelle, c'est s'engager aussi à rendre compte. Et quel est l'avantage de cela? Puisque nous sommes une période particulière, eh bien, c'est vraiment un exercice démocratique. Il est arrivé en fin de mandat, le confrère Thomas Blo, eh bien, il présente son bilan par devant ses pairs. Et en soulignant les points positifs et les points négatifs. Et ce qui est rassurant, c'est que on sent que dans ce discours, dans ce message que vous allez voir tout à l'heure, c'est un point d'honneur pour quelqu'un qui a la chance de pouvoir diriger une entité, une institution, diriger une association, de gérer un bon père de famille et de savoir que ce mandat arrivé à terme, il doit laisser en pensant au futur, à l'avenir, en pensant à l'autre. C'est ce qui fait la force d'une société. Et ce sont ces exemples que nous invitons également. Les jeunes, ceux qui en principe aspirent à diriger des associations, des entreprises. Lorsque vous avez un mandat, eh bien, il faut remplir le mandat. Il faut remplir les jours, il faut remplir les heures, et il faut rendre compte. Lorsqu'on rend compte, eh bien, on peut partir fièrement. Et à ce moment-là, on a la chance de bénéficier de la reconnaissance et de la gratitude de ses pairs. Eh bien, cet exemple que nous avons vécu au niveau de l'IA, à travers le message que vous allez voir tout à l'heure du président sortant Thomas Blo, eh bien, c'est effectivement ces cas, en principe, ces exemples-là, qui doivent servir à tous les leaders, que ce soit en affaires, que ce soit en politique, que ce soit professionnel. Eh bien, on est responsable d'un syndicat, il faut rendre compte. Il faut avoir une comptabilité. On est responsable d'une association, il faut rendre compte. Il faut avoir une comptabilité. On est responsable d'une chambre de commerce, d'une fédération, eh bien, il faut rendre compte. On est responsable d'un ordre, il faut aussi rendre compte. C'est ce qui permet à la société de se constituer, de se renforcer. Parce qu'aujourd'hui, il faut des exemples. Et l'un des éléments qui caractérise un leader, c'est ce qu'on appelle l'exemplarité. Il faut prêcher par l'exemple. Donc, c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ces actes-là, puisque ce sont ces actes qui permettent de voir qu'il y a encore de l'espoir, parce qu'il y a des gens qui comprennent, lorsqu'ils ont un mandat quelque part, le mandat doit être rempli, et en fin de mandat, il faut rendre compte, parce que c'est la seule façon de pouvoir assurer la continuité, le suivi de l'institution. Sur ce, nous vous invitons à suivre le message qu'a délivré Monsieur Thomas Blo, le confrère, qui est le président sortant de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. C'est pour moi un grand honneur ce soir, en tant que président de l'Institut des auditeurs internes, de vous adresser mes plus cordiaux propos de bienvenue
et de procéder à l'ouverture de la 5e édition de la Semaine de l'audit. La fierté avec laquelle que nous vous accueillons à cette 5e édition qui, d'année en année, ne cesse de gagner en ampleur est immense. Mes plus sincères remerciements s'adressent tout d'abord aux membres du conseil d'administration de l'IIA Haïti qui ont accompli un travail énorme au cours de ces 5 dernières années. C'est le fruit de leur travail et de leurs efforts incommensurables que nous nous apprêtons à récolter tout au long de cette semaine consacrée à l'audit interne. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'engagement inconditionnel, sans faille, des intervenants locaux et étrangers qui, tout au long de la semaine, vont vous entretenir autour du thème central de la semaine de l'audit. Comment l'audit interne peut contribuer à la gestion efficace de l'aide internationale. Déjà, nous ne pouvons que nous réjouir de la somme de connaissances qu'ils vont partager et qui découlent de leur longue expérience dans ce domaine. Le terme central de la conférence cette année nous permettra d'établir comment la profession d'audit interne peut être mise à profit pour jouer un rôle majeur dans l'efficacité de l'aide internationale. Le sujet est vital. Il est plus que jamais d'actualité et est aussi capital au vu des multiples catastrophes qui se sont abattues ces dernières années sur notre cher Haïti, dont la dernière en date n'est autre que l'ouragan Mathieu, qui a laissé ruine et désespoir après son passage dans le Grand Sud, et l'élan de solidarité qu'elle suscite auprès de nos partenaires techniques et financiers internationaux, les pays amis de la communauté internationale d'une manière générale, qui ont répondu en apportant leur aide en nature et en espèces. Je ne vais pas épiloguer sur les dégâts colossaux provoqués par Mathieu. Vous avez tous été témoins des images bouleversantes qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui tournaient en boucle sur les écrans de télévision. Mais je vous dirai tout simplement que l'heure est grave. Car, comme en 2010, après le dévastateur tremblement de terre du 12 janvier, les préoccupations autour de la gestion, l'acheminement et l'efficacité de l'aide refont surface. Quelles leçons avons-nous apprises de la situation de l'aide internationale plus de 6 ans après le séisme et de ce que plus d'un s'accorde à qualifier de désastre? Seulement 1% de l'aide d'urgence a été fournie au gouvernement d'Haïti. En ce qui a trait à la reconstruction, les bailleurs bilatéraux ont décaissé seulement 7% et multilatéraux ont décaissé 23%. Tenant compte de ces données révélatrices, nous autres, au sein de l'IIA Haïti, nous estimons qu'une réflexion globale sur la question de l'aide internationale, de manière générale, devrait être faite. Car l'aide massive, faiblement coordonnée, peut provoquer des effets pervers. Comment gérer tout ce flux d'aide que nous recevons en évitant de répéter les mêmes erreurs il y a 6 ans? Il est désormais indispensable de trouver de nouveaux modèles de partenariat qui favorisent le renforcement des capacités et l'autonomisation réelle des acteurs des sociétés civiles nationales. Le pays enverrait ainsi un signal fort à la communauté internationale. Pour y parvenir, nous préconisons donc, au sein de l'IIA Haïti, la création de cellules d'audit interne au sein des ministères, appelées à jouer le rôle d'interface avec les institutions comme la Cour supérieure des comptes, l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale et de renseignement financier, l'inspection générale, afin de leur faciliter la tâche dans leur travail d'audit, de contrôle et de renseignement. Malheureusement, au moment où je vous parle,
Seulement les institutions financières sont contraintes par une circulaire de la Banque centrale de recourir à l'audit interne. L'IA Haïti invite donc les législateurs à réfléchir sur comment, à travers le vote d'une loi, centraliser les énergies déployées par les institutions subventionnées pour donner des réponses claires et directes à la perception de corruption généralisée qui entache l'image de notre cher Haïti. Le présent Conseil reste déterminé à faire connaître la profession d'audit interne à l'échelle nationale afin qu'elle puisse occuper sa vraie place dans le monde des affaires. En ce sens, IA Haïti s'engage à faire un plaidoyer visant à démontrer aux hommes d'affaires haïtiens, aux politiciens et aux partenaires internationaux la nécessité d'avoir des contrôles adéquats ainsi qu'une augmentation des mesures de contrôle. Cette 5e édition de la Semaine de l'audit coïncide à la dernière année de ma présidence. Je veux profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier mes collègues du conseil d'administration et tous les collaborateurs d'une manière générale qui m'ont apporté généreusement leur support et leur collaboration tout au long de mon mandat. Merci du fond du cœur. C'est avec beaucoup de fierté que je déclare qu'au cours de ces 2 dernières années, contrairement à la conjoncture autour de nous, IA Haïti a joui d'une excellente santé. En témoignent les 2 prix internationaux qu'IA Haïti a remportés en l'espace de 2 ans. Il s'agit du prix Jean Pouillot pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes, prix de reconnaissance professionnelle de l'Union francophone de l'audit interne en 2014, et du 2016 Business Awareness Champion Award, signé du président d'IA Global, Richard Chambers. Ces 2 prestigieux prix marquent la présence d'Haïti sur la carte internationale de l'audit interne. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que pour la première fois, grâce à l'effort de tous les membres du conseil d'administration, les états financiers comparatifs 2015-2014 audités par la firme CEGEC vont être d'ici mercredi sur le site de IA www.iahaiti.org. Enfin, c'est avec le sentiment du devoir accompli que je m'apprête à tirer ma révérence au terme de mon mandat comme président du conseil d'administration. Bientôt, nous aurons l'Assemblée générale. Je laisse donc derrière moi un IA qui s'acquitte avec brio de sa mission de promouvoir l'audit interne en Haïti, comme l'exige IA Global. Le nombre des membres actifs de l'Institut est en nette progression et IA Haïti a continué à offrir des examens de certification pour ses membres tout en organisant à l'intention du public des séminaires de qualité qui ont pour vocation de faire avancer la notion de bonne gouvernance dans les institutions publiques et privées en Haïti. Cette année encore, les participants auront la possibilité d'aiguiser leurs connaissances, notamment sur des sujets brûlants de l'actualité, mais qui ne sont pas moins pertinents, comme le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et la délinquance financière. Sur ce, je tiens à renouveler mes remerciements aux membres du Conseil, à toutes les parties prenantes qui ont œuvré à la réussite de cette 5e édition de la Semaine de l'audit. Un grand merci à vous qui avez fait le déplacement ce soir et surtout une pensée spéciale aux participants qui vont prendre part aux 2 séminaires de l'audit qui s'inscrit en droite ligne avec la devise de l'auditeur, le progrès par le partage. Comme vous l'avez dit, un exemple de démocratie. Un président sortant d'une association qui rend compte de sa gestion et qui s'en va fièrement pour laisser la place à
d'autres. C'est ce qui fait la force des institutions. Un exemple positif, et nous l'avons projeté pour que l'on prenne conscience, encore une fois, que tout mandat a un terme et tout mandat doit être rempli. Et comme nous sommes à une période particulière où on parle d'élection, eh bien, nous souhaitons, encore une fois, que tout un chacun puisse jouer sa partition pour que le pays puisse être le grand gagnant des joutes électorales, pour que le pays puisse sortir renforcé, uni, afin que tous ensemble, nous puissions travailler au relèvement de ce pays qui est nôtre. Ainsi, cette 322e édition, qui vous a parlé du système bancaire, qui vous a parlé de l'association des auditeurs internes d'Haïti, l'Institut, sur moi, eh bien, c'était pour vous renseigner, pour vous informer. Nous disons un grand merci à vous tous et nous saluons tous ceux qui supportent cette initiative de l'OCPA et nous vous disons à bientôt.